Le vent hurlait à travers les branches tordues de la forêt, emportant avec lui des rafales de pluie froide qui s'abattaient sur la terre détrempée. Claire resserra sa cape usée autour de ses épaules, chaque pas devenant plus difficile sur le sol boueux. Elle connaissait bien les sentiers autour de la petite commune de Saint-Aubin-des-Bois, nichée entre les collines verdoyantes de la région d'Auvergne, mais cette fois, quelque chose l'avait menée plus loin, plus profondément dans la forêt que jamais auparavant. Elle avait quitté la maison à l'aube, déterminée à trouver les herbes médicinales dont sa grand-mère avait besoin, inconsciente que les nuages noirs à l'horizon changeraient le cours de sa journée. Claire vivait avec sa grand-mère, Mémé Odette, dans une vieille maison de pierre au bout du village. Depuis la mort de ses parents dans un accident de la route, alors qu'elle n'avait que 12 ans, Claire s'était consacrée aux soins de la vieille femme, devenue presque aveugle. Elle survivait grâce à un petit potager, quelques poules et les connaissances ancestrales d'Odette sur les plantes. Ce matin-là, c'était l'armoise et la valériane que Claire cherchait pour soulager les douleurs nocturnes de sa grand-mère. Elle pensait rentrer avant la fin de l'après-midi, mais l'orage éclata soudainement, changeant les bois familiers en un labyrinthe sombre et menaçant. Trempée jusqu'aux os, les joues battues par la pluie, Claire ne reconnaissait plus rien. Chaque tronc semblait identique à l'autre. Chaque pierre glissante menaçait de la faire tomber. Son cœur battait fort, non pas de peur mais d'urgence. Elle savait que si elle ne trouvait pas un abri, elle risquait l'hypothermie. Alors qu'elle luttait pour avancer, un éclair illumina brièvement une silhouette dans la brume. Une structure de bois sombre, dissimulée derrière un rideau d'arbres touffus. Elle hésita un instant, puis courut vers elle, le souffle court et les vêtements collés à sa peau glacée. C'était une cabane, ancienne mais intacte, au toit pentu et aux volets fermés. Aucune lumière n'en émanait, mais la cheminée exhalait une mince colonne de fumée. Quelqu'un était là. Claire monta les 3 marches de l'entrée, le cœur battant. Sa main tremblante frappa 2 fois. Rien. Puis, après quelques secondes, le loquet cliqueta. La porte s'ouvrit lentement sur un homme. Il se tenait là, droit, immobile. La lumière intérieure tamisée dessinait les contours d'un visage pâle, encadré par des cheveux bruns légèrement désordonnés. Il portait un pull en laine sobre, propre, et un pantalon d'intérieur confortable. Ses yeux étaient d'un gris clair presque perçant, fixés sur elle sans émotion apparente. « Je suis désolé de déranger », dit Claire à voix basse, presque couverte par le tonnerre. « Je me suis perdue dans la forêt. La tempête. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il l'observa longuement, comme s'il évaluait les risques, puis s'écarta sans un mot pour la laisser entrer. Claire hésita encore une seconde, avant de pénétrer dans la chaleur réconfortante de la cabane. L'intérieur était étonnamment propre et bien rangé. Un feu crépitait dans l'âtre et une bouilloire sifflait doucement sur le poêle. L'air sentait le bois brûlé, le savon et quelque chose de plus discret, peut-être de la cannelle. L'homme referma la porte derrière elle, verrouilla sans un mot, puis la dépassa pour retourner à sa place initiale, un fauteuil près de la cheminée. Claire resta debout, goûtant sur le tapis. Elle n'osait pas enlever son manteau tant qu'il ne l'y avait pas invité. « Vous pouvez vous sécher près du feu », dit-il enfin, d'une voix calme mais distante. « Il y a une couverture là. » Claire s'approcha, s'agenouilla près des flammes et tendit les mains. Ses doigts picotaient sous l'effet du chaud après le froid. Elle prit la couverture, s'y enroula sans regarder l'homme. Le silence entre eux était épais, tendu. « Merci. Je m'appelle Claire. »« Luc » répondit-il simplement sans tourner la tête. Il ouvrit un livre qu'il tenait sur la table basse. Claire reconnut vaguement la langue, de l'anglais. Il feuilletait sans vraiment lire, elle en était sûre. Il l'observait du coin de l'œil. Ses gestes étaient lents, maîtrisés. Rien dans sa posture n'indiquait une surprise ou une gêne à l'idée d'accueillir une étrangère sous son toit, en pleine forêt, en pleine tempête. Et pourtant, tout en lui semblait fermé. « Vous vivez ici seul ?» osa-t-elle demander. Luc leva à peine les yeux. « Oui », puis plus rien. Claire sentit son ventre se nouer. Elle n'était pas peureuse de nature, mais quelque chose ici ne tournait pas rond. Pas seulement l'attitude de Luc, mais l'ensemble. La cabane était bien trop confortable, trop soignée. Rien à voir avec une retraite rustique d'un ermite. Les murs portèrent des cadres avec des dessins délicats. La vaisselle était de bonne qualité, et même le tapis sur lequel elle se trouvait semblait coûteux. Elle chercha du regard d'autres détails. Une lampe à huile ancienne mais restaurée.
Une étagère remplie de livres dans plusieurs langues. Une boîte en bois laquée sur la commode. Luc ferma son livre d'un geste sec. « Vous pouvez dormir ici, si vous le souhaitez. Il y a une chambre libre là-bas, indiqua-t-il d'un mouvement de tête. Le matin, la pluie devrait cesser. » Claire acquiesça. Elle n'avait pas d'autre choix. Alors qu'elle se dirigeait lentement vers la porte indiquée, elle sentit son regard dans son dos. Pas un regard d'envie, ni de menace. Plutôt, une sorte d'attention froide, calculée. Elle entra dans la chambre, referma la porte derrière elle et s'y adossa un instant, respirant profondément. Le lit était fait. La pièce sentait le linge propre et la cire d'abeille. Claire s'assit doucement au bord du matelas. Luc n'était pas un simple homme de la forêt. Et demain, dès que la pluie cesserait, elle repartirait. Du moins, elle l'espérait. Au petit matin, la lumière pâle filtrait à travers les volets entr'ouverts de la chambre. Claire ouvrit les yeux lentement, le corps encore engourdi par la fatigue et l'humidité de la veille. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où elle se trouvait. La cabane, la forêt et l'homme. Luc. Son nom sonnait toujours aussi sec dans son esprit, comme un mot qui ne voulait rien dire, mais qui cachait trop. Elle se redressa sur le lit, écoutant. Aucun bruit. Pas de pas, pas de voix, pas de mouvement. La tempête avait cessé, mais un silence plus étrange l'enveloppait désormais. Elle se leva, repliant avec soin la couverture qu'elle avait utilisée. Chaque geste était mesuré, comme si faire trop de bruit pouvait réveiller quelque chose de dangereux dans cet endroit. Elle ouvrit doucement la porte et jeta un coup d'œil dans la pièce principale. Luc était là, assis à la même place que la veille, une tasse de café fumante à la main. Il la salua d'un simple hochement de tête. Aucune parole. Juste ce regard gris, toujours aussi distant, presque impersonnel. Pas hostile, mais pas accueillant non plus. Sur la table, une deuxième tasse attendait. Claire s'approcha lentement, remerciant d'un murmure. Le café était fort, légèrement amer, mais chaud. Il réveillait ses pensées encore embrouillées. Elle aurait aimé poser des questions, entamer une conversation, mais quelque chose chez Luc l'en empêchait. C'était comme parler à un mur poli, un mur qui répondait avec des phrases minimales, mais sans jamais vraiment ouvrir la porte. Le regard de Luc était d'une neutralité troublante. Pas une étincelle de colère, de joie, de curiosité. Rien. Il la regardait comme on regarde un objet déplacé dans une pièce trop ordonnée. Pourtant, il n'était pas impoli. Il lui avait offert l'abri, une chambre, du café, mais c'était comme s'il le faisait mécaniquement, par devoir ou habitude, pas par souci réel. Claire observa davantage la pièce. Tout confirmait ses impressions de la veille. La cabane n'avait rien d'un refuge de fortune. Il y avait une organisation, une esthétique presque trop précise dans l'agencement des objets. Sur les étagères, des livres à la reliure intacte, certains en anglais, d'autres en allemand, en italien. Elle reconnut des auteurs dont elle avait entendu parler à l'école, mais jamais lus. Kundera, Nabokov, Camus. À côté d'une lampe à huile soigneusement nettoyée, une bouteille de vin dont l'étiquette portait un nom qu'elle avait déjà entendu lors d'un marché. Un grand cru de Bordeaux, très cher. Elle s'efforça de cacher son étonnement. Luc ne ressemblait en rien à un vagabond ou à un ermite. Ses vêtements, même s'ils semblaient simples, étaient manifestement de qualité. Les tissus bien coupés, les coutures solides, il n'y avait pas de poussière visible, pas de négligence. Chaque chose avait sa place. « Vous lisez beaucoup », dit-elle enfin, tentant de briser le mur de silence. Luc leva les yeux, prit une gorgée de café, puis répondit simplement « C'est un bon moyen de rester tranquille ». Claire sentit qu'elle n'obtiendrait rien de plus, mais elle n'était pas femme à se contenter de demi-mots. Quelque chose ici ne collait pas, et plus elle regardait, plus elle en était convaincue. Cet homme ne s'était pas réfugié dans cette forêt pour fuir la civilisation. Il s'y était installé avec soin, avec méthode, comme s'il avait voulu recréer un monde à l'image du précédent, mais dans l'ombre. Elle décida de sortir un instant, prétextant l'envie de prendre l'air. Luc hocha la tête sans réagir. À l'extérieur, la forêt semblait lavée, purifiée par la pluie de la veille. L'odeur du bois mouillé, de la mousse, de la terre fraîche emplissait l'air. Claire marcha un peu autour de la cabane. Elle découvrit un petit jardin à l'arrière, parfaitement entretenu. Des plantes en rangées nettes, une structure pour faire grimper des tomates, un compost organisé. Rien n'indiquait l'improvisation. Luc n'était pas un homme perdu. Il était un homme qui voulait disparaître, volontairement. Son regard se posa sur un abri en bois fermé par un cadenas. Un cabanon?
Un atelier, un endroit qu'il ne voulait pas qu'on voie. L'idée germa doucement dans l'esprit de Claire. Elle ne savait pas encore ce qu'elle cherchait, mais elle était sûre de vouloir comprendre. Car l'inconnu, cet homme aux yeux glacés, n'était pas simplement un solitaire. Il était un homme qui cachait un passé. Et plus elle observait, plus elle voulait savoir ce que ce passé contenait. De retour à l'intérieur, Luc n'avait pas bougé. Il était maintenant plongé dans un carnet, écrivant à la plume. Claire s'assit en face de lui, décidée à ne pas se laisser intimider. « Je dois repartir aujourd'hui. Ma grand-mère m'attend. » Luc referma le carnet, sans brusquerie, mais avec un calme presque trop maîtrisé. « Le sentier sera encore glissant. Attendez au moins que le soleil ait un peu séché la terre. Je connais ces bois, dit-elle. Je m'en sortirai. » Il la fixa un instant, non pas avec inquiétude, mais avec ce même regard analytique. « Si vous insistez. » Elle termina son café, se leva et rassembla ses affaires. Elle n'avait pas encore pris de décision. Une part d'elle voulait partir, mettre fin à cette étrange tension. Mais une autre était attirée par le mystère. Et cette part-là, silencieuse mais tenace, refusait d'ignorer les signes. Avant de sortir, elle jeta un dernier regard à Luc. Il avait rouvert son carnet. Écrivait-il vraiment? Ou faisait-il semblant pour détourner l'attention? Elle franchit le seuil de la porte, mais cette fois, elle savait que quelque chose l'attacherait encore à cette cabane, et à l'homme qui vivait dedans, muré dans son propre silence, dans une solitude construite comme une forteresse. Un homme qui, sous son calme apparent, dissimulait peut-être une vérité bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Le soleil était à peine levé quand Claire s'éloigna de la cabane, ses bottes encore humides, enfonçant doucement la terre détrempée. Elle n'avait pas parcouru plus d'une centaine de mètres qu'elle s'arrêta, saisie par une étrange hésitation. Chaque fibre de son corps lui disait de s'éloigner et de retrouver le sentier, sa maison, sa grand-mère, mais l'autre voix, plus profonde, murmurait qu'il fallait comprendre. Luc n'était pas un inconnu banal. Tout ce qu'elle avait vu, chaque détail de cette cabane, sonnait faux. Il y avait trop d'ordre, trop de silence, trop de confort. Rien de ce qu'elle connaissait de la vie rurale ne ressemblait à ce qu'elle avait vu entre ces murs. Alors, au lieu de continuer son chemin, Claire fit demi-tour, à pas lents, presque hésitant. Elle connaissait le rythme de la campagne, les habitudes des solitaires, les objets qu'on garde quand on vit avec peu. Mais ici, tout trahissait un passé plus vaste, plus luxueux. Une fois revenue près de la cabane, elle se glissa sur le côté, contournant lentement jusqu'à atteindre l'arrière. Luc n'était pas visible. Le jardin, lui, l'était toujours, ordonné, net, trop bien structuré pour quelqu'un qui vivrait coupé du monde par choix ou par nécessité. Elle s'approcha du petit abri fermé à clé qu'elle avait aperçu plus tôt. Le cadenas était robuste, récent, aucun signe de rouille. Derrière les planches, elle devinait des formes floues, peut-être des outils ou autre chose. L'envie de fouiller montait en elle, mais elle savait qu'elle risquait gros si Luc la surprenait. Elle se contenta de noter dans un coin de son esprit qu'un homme vraiment reclus n'aurait probablement pas besoin de cacher quoi que ce soit dans un cabanon fermé à clé. Claire retourna discrètement dans la cabane principale, faisant claquer la porte derrière elle comme si elle n'était jamais partie. Luc leva les yeux, toujours aussi impassible. Il préparait quelque chose sur la petite cuisinière. Des œufs, du pain grillé, du café, rien d'étrange. Et pourtant tout semblait trop propre, trop net. Il lui proposa une assiette qu'elle accepta par politesse. Le silence, encore une fois, s'installa entre eux, et elle le brisa avec une douceur calculée. « Vous avez beaucoup de livres. » Luc hocha la tête, sans rien ajouter. « Vous avez appris l'anglais à l'école ?»« Non, » répondit-il après un court instant. « Je l'ai appris. Ailleurs. Et l'allemand. » Il marqua une pause plus longue. « Pareil. » Claire avala une bouchée de pain. Elle le regardait du coin de l'œil. Son visage restait neutre, mais elle sentait une tension sous-jacente. Il choisissait ses mots avec une précision troublante, comme un homme habitué à éviter les pièges dans la conversation. « Vous avez vécu à l'étranger ?» Luc posa sa tasse, s'essuya les doigts avec un torchon plié sur ses genoux. « Peut-être, c'est du passé. » Cette fois, elle se tut. Ce n'était pas une réponse. C'était un mur. Mais un mur que Claire ne comptait pas laisser debout éternellement. Elle profita d'un instant où il se leva pour aller dans une autre pièce, pour examiner rapidement l'intérieur. Elle s'approcha de la cheminée. Sur le manteau de pierre, un cadre renversé. Elle le redressa.
Une photographie ancienne en noir et blanc montrant un groupe d'hommes en costume devant un bâtiment viticole. Elle le reconnut, le domaine de Montvallon, l'un des plus réputés de la région bordelaise. Son oncle, ancien caviste, en parlait souvent avec admiration. Et parmi les hommes sur la photo, Luc, plus jeune certes, les cheveux plus longs, mais c'était bien lui. Aucun doute. Claire sentit son cœur battre plus fort. Il n'était pas un inconnu. Il était lié à un monde qu'elle n'aurait jamais pensé croiser, celui des grands noms, des affaires, de l'argent. Pourquoi un homme comme lui vivait-il reclus ici, sous une fausse identité? Pourquoi cette cabane dans une forêt reculée? Luc réapparut dans la pièce et Claire reposa rapidement le cadre. « Je vais ranger mes affaires. Je pars après le petit déjeuner », annonça-t-elle, feignant la neutralité. Il ne répondit rien, se contentant d'un bref mouvement de tête. Mais elle remarqua qu'il avait vu la photo redressée. Il ne dit rien, ne tenta pas de l'éloigner, mais ses gestes, dès lors, devinrent plus raides, plus lents, comme s'il comprenait qu'elle savait quelque chose. De retour dans la petite chambre, Claire rangea ses effets avec soin, puis s'arrêta un instant pour réfléchir. L'envie de partir se mêlait au besoin de rester. Non pas par peur ou par curiosité malsaine, mais parce qu'elle pressentait que Luc n'était pas un danger pour elle. Il était un homme qui fuyait quelque chose, pas par peur mais par dégoût. Quelque chose dans sa posture, dans sa manière de vivre, dans le soin extrême apporté à chaque objet, lui disait que Luc n'avait pas été contraint de vivre ici. Il avait choisi cette retraite, et cette cabane n'était pas un refuge, mais un acte de rupture. Elle retourna dans la pièce principale. Luc était debout près de la fenêtre, observant les bois. Il ne se retourna pas quand elle parla. « J'ai vu la photo. Je connais le domaine de Montvallon. Mon oncle y a travaillé autrefois. Il parlait souvent d'un jeune héritier silencieux, discret, mais redouté dans les réunions. » Luc ne répondit pas. Il restait immobile, les mains dans les poches. « C'était vous, n'est-ce pas ?» Il inspira lentement, puis tourna enfin la tête. « Je m'appelle Luc, ici, mais ce n'est pas votre vrai nom. » Un silence s'étira entre eux, dense, presque palpable. Puis il s'approcha de la table, prit la tasse vide, la déposa dans l'évier et parla sans la regarder. « Mon nom n'a pas d'importance ici. » Claire le regarda longuement. Elle ne dit rien de plus. Pas encore. Mais elle savait maintenant qu'elle ne se trompait pas. Et elle savait aussi qu'un homme capable de fuir un monde aussi puissant ne le faisait pas sans raison profonde. Elle quitterait la cabane aujourd'hui. Elle le devait. Mais quelque chose lui disait qu'elle n'en avait pas fini avec Luc, parce qu'un mystère de cette nature, quand il commence à se dévoiler, appelle toujours à être compris jusqu'au bout. Et parce que, derrière le regard froid, elle avait aperçu autre chose. Un homme qui, peut-être, attendait qu'on lui tende la main sans rien demander. Lorsque Claire quitta finalement la cabane, le soleil était déjà haut dans le ciel, mais les flaques d'eau et les branches gorgées de pluie rappelaient encore l'orage violent de la veille. Elle ne dit pas au revoir à Luc, et lui non plus ne fit aucun geste d'adieu. Tout dans leur dernier échange avait été silencieux, presque contenu, comme si aucun des deux ne voulait reconnaître ce qui s'était insinué dans cette étrange cohabitation. Claire, toutefois, ne put s'empêcher de se retourner 2 fois, alors qu'elle descendait le sentier à moitié effacé par la pluie. La silhouette de la cabane s'éloignait derrière les arbres, mais l'image de Luc, debout derrière la fenêtre, restait gravée dans son esprit. Elle n'alla pas loin. Après une centaine de mètres, son pied glissa sur une racine détrempée et elle tomba lourdement. Une douleur vive jaillit de sa cheville, et elle poussa un cri étouffé. Elle tenta de se relever, mais la douleur s'intensifia aussitôt. Son souffle s'accéléra. Elle s'assit tant bien que mal, la jambe allongée devant elle. Sa cheville était déjà enflée. Elle savait reconnaître une entorse. Elle en avait déjà eu, en aidant à la récolte des pommes de terre dans les champs de la vallée. Cette fois, la douleur était plus aiguë. Elle était immobilisée. La pluie reprit, légère, mais persistante. Elle hésita longuement avant de se résigner. Elle n'avait pas de choix. Boiter pendant plusieurs kilomètres dans un terrain boueux était impossible. Sans autre solution, elle entreprit de retourner à la cabane. Chaque pas était une torture. Lorsqu'elle arriva, trempée et souffrante, Luc ouvrit la porte sans dire un mot. Il observa sa jambe, puis s'écarta, la laissant entrer. Elle tituba jusqu'à la chaise près du feu. « Je me suis tordu la cheville », dit-elle en grimaçant. Luc s'accroupit devant elle, observa attentivement la blessure,
puis alla chercher une trousse de premiers soins dans un meuble bas. Il nettoya la zone, appliqua une pommade à l'odeur mentholée, puis banda solidement la cheville. « Il va falloir quelques jours avant que vous puissiez marcher normalement », dit-il d'un ton égal. Claire soupira, plus d'épuisement que de douleur. Elle savait qu'il avait raison. Elle ne repartirait pas tout de suite. Ce soir, elle dormirait ici. Peut-être même demain. Et elle devrait supporter encore ce silence pesant. Mais quelque chose lui disait que cette immobilisation imprévue n'était pas un simple contretemps. Elle avait maintenant l'occasion de voir plus, de comprendre mieux. Le reste de la journée se déroula lentement. Luc lui apporta une chaise plus confortable, installée près de la fenêtre, et un livre. Il ne posa aucune question. Claire, de son côté, décida de ne pas lui en poser non plus, du moins pas tout de suite. Elle observa, écouta, attendit. Lorsque la nuit tomba, la tension dans la cabane devint presque tangible. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. Claire s'était endormie un moment dans le fauteuil, mais se réveilla soudain sans comprendre pourquoi. Il faisait nuit noire, aucun bruit. Puis elle entendit une voix, faible mais claire, une voix d'homme. Luc parlait. Elle tendit l'oreille, retenant son souffle. Il était dans la pièce à côté, probablement celle qu'il utilisait comme bureau ou chambre. Ce n'était pas un monologue. Il parlait à quelqu'un, au téléphone. Elle reconnut l'intonation particulière d'un discours fluide, presque professionnel, en anglais. « The investment in Bordeaux is no longer under my control. No, I cannot return yet. It's not the right time. » Claire sentit un frisson parcourir son dos. Elle n'avait jamais entendu Luc parler avec autant d'assurance, d'autorité même. Son ton était celui d'un homme habitué à donner des ordres, à prendre des décisions importantes. Rien à voir avec la discrétion presque rigide qu'il affichait devant elle. « Tell them to wait. I'm not coming back until I decide so. » Puis un silence. Ensuite, un son métallique, le téléphone qu'on repose. Claire se coucha de nouveau dans le fauteuil, fermant les yeux. Son esprit tournait à toute vitesse. Luc parlait d'investissement, de Bordeaux, de retour différé. Il n'était pas seulement un héritier ou un homme riche en retrait. Il était ou avait été au cœur d'un réseau d'affaires. Sa retraite dans la forêt n'était pas un simple caprice. C'était une fuite calculée. Volontaire, oui, mais peut-être pas dénuée de conflits. Quel genre d'homme abandonne ce monde et se cache sous un faux nom dans une cabane au fond des bois? Le lendemain matin, Claire fit semblant de n'avoir rien entendu. Elle joua son rôle avec soin, une jeune femme reconnaissante pour les soins reçus, attentive, silencieuse. Luc, de son côté, n'évoqua pas la conversation nocturne. Il ne montra aucun signe d'avoir remarqué qu'elle avait été éveillée. Leur routine s'installa à nouveau, cette fois teintée d'une méfiance sourde. Claire observait plus qu'elle ne parlait. Chaque objet prenait un nouveau sens. Chaque geste de Luc semblait mesuré, contenu. Il savait qu'elle savait. Et elle savait qu'il ne lui dirait rien d'autre, pas encore. Elle passa la journée à lire, à écrire quelques notes dans un carnet qu'elle avait trouvé dans sa besace et à étudier les détails de la cabane. Une lampe à huile ancienne portait une gravure minuscule, un blason, le même qu'elle avait vu autrefois sur une caisse de vin dans une boutique de luxe à Clermont-Ferrand. Elle recoupa ce souvenir avec le nom du domaine dans la photographie. Tout indiquait que Luc, ou plutôt l'homme qu'il était vraiment, appartenait à un monde bien plus vaste que celui dans lequel elle vivait. Le soir venu, elle s'adossa à la fenêtre. Dehors, la forêt semblait plus calme, mais en elle, les questions se multipliaient. Luc n'était pas dangereux, elle en était de plus en plus convaincue, mais il était entouré de secrets. Et la question maintenant n'était plus de savoir s'il cachait quelque chose. C'était de comprendre ce que Claire ferait de ce qu'elle découvrait. Le troisième matin, dans la cabane, s'annonça plus doux, comme si la forêt elle-même avait décidé d'accorder un moment de répit. Un fin voile de brouillard planait au-dessus du sol, et les rayons du soleil filtraient à travers les arbres avec lenteur. Claire se leva avec précaution, la cheville toujours bandée mais un peu moins douloureuse. Elle s'appuya sur la table pour se redresser complètement. Luc était déjà levé. Elle entendait des bruits métalliques venant de l'extérieur, le son précis d'un outil frappant du bois. Elle s'approcha de la fenêtre et le vit, agenouillé, en train de réparer la clôture du potager avec une méthode et une concentration presque excessive. Depuis la conversation téléphonique entendue la veille au soir, Claire percevait Luc autrement. Elle n'était plus seulement intriguée,
Elle était désormais convaincue qu'il portait un fardeau complexe, quelque chose qui le liait à un passé riche, puissant et probablement conflictuel. Elle ne savait pas encore ce qu'il fuyait exactement, mais il était évident qu'il n'avait pas fui par peur. Il s'était exilé par choix, avec une volonté ferme d'effacer son identité d'avant, sans toutefois y renoncer complètement. La preuve en était partout, dans ses gestes, dans ses objets, dans sa façon de parler peu mais avec un contrôle parfait de chaque mot. Quand Luc rentra, il posa les outils près de la porte, ôta ses gants et se lava les mains sans un mot. Il préparait le café, toujours avec la même précision. Claire, assise à la table, rompit le silence. « Je crois que ma cheville va mieux. Je pourrai sûrement rentrer demain ou après-demain. » Il ne leva pas les yeux, mais répondit simplement « Ce serait plus sage d'attendre que l'inflammation diminue encore. » Un silence s'installa. Claire l'observait, décidée à pousser un peu plus loin. Elle posa sa tasse avec douceur. « Pourquoi êtes-vous ici, Luc ?» Il releva enfin la tête. Son regard ne montrait ni surprise, ni irritation. Juste une forme de fatigue, comme si cette question était attendue depuis longtemps. « Je ne suis pas ici par hasard, dit-il. Mais je ne suis pas encore prêt à tout raconter. » Claire resta silencieuse. Ce n'était pas une fin de non-recevoir. C'était un aveu, le premier. Elle attendit qu'il continue. « J'ai quitté une vie qui ne me convenait plus, pas parce qu'elle était dure ou dangereuse, mais parce qu'elle était vide. J'étais entouré de gens brillants, puissants, mais profondément faux. Chaque geste était calculé, chaque sourire portait un intérêt caché. À force, je ne savais plus si j'étais encore moi ou simplement le reflet de ce que les autres attendaient de moi. » Il s'arrêta, reprit une gorgée de café, puis continua, plus bas. « Ici au moins, je sais pourquoi chaque chose est à sa place. Rien ne ment dans cette forêt. Les arbres ne font pas semblant. Le silence ne vous trahit pas. » Claire écoutait avec attention. Il ne parlait pas de crime, ni de secrets honteux. Il parlait d'un rejet profond, presque philosophique, du monde auquel il appartenait. Mais cela ne faisait que renforcer son mystère. Qui, dans ce pays, pouvait se permettre de fuir une vie de richesse et de pouvoir sans en subir les conséquences immédiates? Il n'était pas poursuivi, pas recherché. Il s'était effacé avec une habileté étonnante. Elle osa une question supplémentaire. « Et votre vrai nom ?» Luc haussa légèrement les épaules. « Il n'a pas d'importance ici. Ce n'est pas un mensonge, c'est un choix. Je veux qu'on me voie tel que je suis, pas comme l'image que mon nom évoque. Croyez-moi, ce nom a plus d'écho que vous ne pouvez l'imaginer. » Claire hocha la tête. Elle ne voulait pas insister, mais sa curiosité grandissait. Pourtant, elle sentait que forcer les choses serait contre-productif. Luc s'ouvrait à sa manière, à son rythme. Le reste de la journée se déroula avec une étrange légèreté. Ils parlèrent peu, mais les silences n'étaient plus aussi lourds qu'avant. Claire l'aida à trier des herbes qu'elle avait cueillies le premier jour, avant la tempête. Luc avait installé un banc à l'extérieur, au soleil, où elle pouvait s'asseoir et travailler les feuilles pendant qu'il remettait en état un vieux établi en bois. Elle observa ses gestes. Il savait manier les outils avec une précision inhabituelle. Chaque vis, chaque planche, chaque mesure était faite avec un soin méticuleux. À un moment, elle le vit sortir un vieux carnet de sa poche et noter quelque chose rapidement. Elle lui demanda avec légèreté « Vous écrivez quoi dans ce carnet ?» Luc sourit légèrement pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Des idées, des plans, des choses que j'aimerais faire ici, des choses que je n'ai jamais eu le temps de faire, avant. » Claire sentit que c'était un nouveau pas. Il ne fuyait pas seulement. Il construisait quelque chose, lentement mais résolument. Elle se demandait ce qu'elle faisait dans ce tableau, pourquoi il lui parlait, pourquoi il l'avait gardé là, malgré sa méfiance apparente. Peut-être parce qu'elle n'était pas impressionnée par lui, peut-être parce qu'elle ne le regardait pas comme un nom, mais comme un homme seul perdu dans ses pensées et ses souvenirs. À la fin de la journée, alors que le ciel virait à l'orange, Claire fit une remarque presque anodine, mais pleine de sous-entendus. « Si vous cherchez à reconstruire quelque chose, vous pourriez commencer par cette cabane. » Luc s'arrêta, la regarda longuement, puis répondit d'un ton calme mais décidé. « C'est exactement ce que je pensais faire, mais je ne veux pas la reconstruire seule. » Claire comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Il ne parlait pas de clous, de poutres ou de fenêtres. Il parlait de recommencer autrement. De créer un endroit où les règles seraient différentes, où il ne serait plus obligé de jouer un rôle, où elle, peut-être, pourrait avoir une place. Luc ajouta, sans détour, «
Vous pourriez m'aider si vous le souhaitez. Restez quelques jours, réfléchir avec moi à ce qu'on pourrait faire ici. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la forêt, les arbres immobiles, le calme autour d'eux. Une part d'elle savait que sa grand-mère l'attendait. Une autre savait que ce qu'elle venait de vivre, ces 3 jours, n'avait rien d'ordinaire. Elle n'était pas tombée par hasard sur cette cabane. Et Luc, malgré tout son silence, ne l'avait pas repoussée. Il venait, pour la première fois, de lui tendre la main. Le lendemain matin, Claire se réveilla un peu plus tôt que d'habitude, profitant du calme avant que Luc ne commence ses travaux. La cheville la gênait encore un peu, mais elle savait qu'elle pourrait bientôt repartir. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda la forêt, son esprit en proie à des réflexions contradictoires. Luc avait ouvert une porte qu'elle n'avait pas vue venir. Aider à rénover la cabane, reconstruire quelque chose avec lui, l'idée de rester ici, loin de la vie du village, était à la fois apaisante et déroutante. Ce n'était pas simplement une cabane qu'il voulait reconstruire, c'était sa propre vie. Il en avait parlé sans vraiment le dire, mais Claire l'avait compris. Une partie de lui voulait redonner un sens à tout cela, et elle semblait faire partie de cette vision. La voix de Luc l'attira de ses pensées. « Claire, tu devrais venir voir ça. » Elle se leva et rejoignit rapidement la pièce principale où il l'attendait déjà, une petite boîte en bois dans les mains. C'était un vieux coffre, visiblement ancien, dont les coins étaient usés et les bords gravés de symboles qu'elle ne connaissait pas. « J'ai trouvé ce coffre en réorganisant le débarras, » dit-il. « Je crois qu'il contient quelque chose d'important. Peut-être même la clé de ce que je dois reconstruire ici. » Claire s'approcha, intriguée. Luc posa la boîte sur la table et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un ensemble de papiers soigneusement repliés. Il les déplia un à un, montrant des documents qui semblaient avoir été écrits à la main. Elle reconnut immédiatement la qualité du papier, l'encre utilisée et l'écriture soignée, élégante. « Ce sont des contrats, des lettres, » expliqua Luc, ses yeux parcourant les pages. « Ce sont des vestiges de ce que j'étais avant. » Claire regarda les papiers sans oser les toucher. Luc les manipula avec une certaine révérence, comme s'il s'agissait d'objets précieux. Il y avait des documents en français, mais aussi en anglais et en italien. Elle distingua des termes comme propriété, investissement, répartition des parts, des signatures et des tampons d'office notariaux. Tout cela semblait appartenir à un monde totalement différent de celui dans lequel elle vivait. « Ce sont des contrats de vente, » dit-il en soupirant. « Des biens, des propriétés que j'ai dû vendre ou céder, des engagements financiers que j'ai reniés, le passé que j'ai laissé derrière moi. » Il s'arrêta un instant comme si chaque mot le pesait. Claire se contenta de l'observer, sans interruption. Elle avait compris. Luc avait agi pour se séparer d'un monde qu'il avait englué dans des transactions et des responsabilités qu'il n'avait plus supportées. Mais qu'était-il devenu? Que faisait-il ici, dans cette cabane? Pourquoi conserver tous ces papiers? Pourquoi les avait-il apportés avec lui? Luc tourna une nouvelle page et s'arrêta sur un document particulier. Un contrat de vente signé de son nom, mais daté de plusieurs années auparavant. Ce contrat concernait un terrain viticole, un domaine particulier près de Bordeaux. Claire s'approcha un peu plus près, lisant les termes à ses côtés. « C'est ce domaine, » dit-il en désignant le document. « Montvallon. C'était le cœur de l'entreprise familiale. Un domaine que j'ai vendu après avoir décidé de partir. Mais il y a toujours des parties de ce monde que je n'arrive pas à effacer complètement. » Claire observa le contrat avec une attention nouvelle. Ce domaine, Montvallon, n'était pas qu'un simple lieu de culture de vin. C'était un empire en miniature. Il y avait des terres, des propriétés, des plantations qui avaient été cédées dans ce contrat. Elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait abandonné. Luc ne fuyait pas seulement les faux-semblants de sa famille, il reniait un système complet, un mode de vie entier. Il s'était détourné d'un monde où l'argent et le pouvoir se mêlaient à des stratégies sans fin. « Pourquoi le garder ?» demanda Claire. « Pourquoi conserver ces papiers ?» Luc haussait les épaules, mais il ne semblait pas s'attendre à cette question. Il réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que ce sont des souvenirs, pas de ceux qui me lient à la richesse ou à la famille. Ce sont des témoins de ce que j'ai été, de ce que j'ai quitté. Je ne veux pas les oublier, mais je veux aussi m'en libérer. » Ils restèrent là, dans un silence partagé. Claire comprenait. Ce coffre était son dernier lien tangible avec un passé qu'il avait rejeté, mais qu'il ne pouvait complètement effacer.
C'était une partie de son identité qu'il n'avait pas encore su abandonner, mais peut-être qu'il en était prêt. Peut-être que tout ce qu'il avait fait ici, dans la forêt, était une tentative de se réinventer, de construire une vie loin de l'influence écrasante de Montvalon. Soudain, un bruit de moteur interrompit leur conversation. Claire se tourna vers la fenêtre. Un véhicule s'approchait de la cabane, et bientôt une silhouette apparut à l'horizon. Un homme vêtu d'un costume élégant sortit du véhicule. Claire se figea. L'homme semblait hors de place ici, dans ce décor de forêt sauvage. Il portait des lunettes de soleil, malgré l'absence de soleil, et une expression de sérieux qui trahissait son statut. Luc se leva rapidement, son expression changeant en un instant, comme s'il avait reconnu un fantôme. Il referma rapidement la boîte et la rangea dans un tiroir, puis se dirigea vers la porte. Claire le suivit discrètement, mais suffisamment pour observer la scène sans être vue. L'homme s'approcha de Luc avec une poignée de main ferme, mais claire détection d'une certaine tension dans leur interaction. Il était plus âgé, avec une mâchoire carrée et des cheveux grisonnants. Il regarda autour de lui, comme s'il évaluait la situation, et puis fixa Luc d'un regard appuyé. « Monsieur Arnaud !» dit l'homme avec une voix grave. « Il est temps de revenir à la réalité. Bordeaux vous attend. » Le prénom Arnaud frappa Claire comme un coup de tonnerre. C'était le nom qu'il avait mentionné lorsqu'il parlait de son passé. Elle comprit alors que Luc n'était pas simplement un homme en fuite. Il avait une autre identité, une autre vie derrière lui, et cette vie le rattrapait inévitablement. L'homme en face de lui semblait être un témoin direct de ce passé, quelqu'un qui représentait ce qu'il avait quitté. La question qui surgit dans l'esprit de Claire était évidente. Luc pourrait-il réellement quitter ce monde qu'il avait abandonné? Ou ce monde finirait-il par revenir le chercher? Le silence après les mots de l'homme en costume fut plus lourd que la tension accumulée depuis l'arrivée de Claire dans la cabane. De sa place à l'intérieur, elle n'entendait pas toute la conversation, mais certains mots lui parvenaient distinctement. Bordeaux, obligation, avenir, responsabilité. À ces mots, elle vit Luc, ou plutôt Arnaud, se raidir légèrement, mais garder son calme apparent. L'homme face à lui semblait connaître parfaitement les rouages de la persuasion, usant d'un ton maîtrisé, d'un langage choisi, d'une posture ferme mais pas agressive. Il ne menaçait pas, il constatait. Luc, cependant, restait immobile, les bras croisés, le regard fixé sur l'homme. Claire reconnut dans cette posture une fermeté nouvelle. Ce n'était plus le silence du repli, c'était celui de la décision. Une frontière claire venait d'être tracée entre son passé et ce qu'il voulait désormais bâtir. « Je t'ai trouvé sans grande difficulté, » dit l'homme d'un ton détaché. « Tu penses vraiment que tu peux te cacher ici pour toujours? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que ton père aurait voulu. » À l'évocation du père, Claire vit Luc tressaillir. Ce nom, ce rappel, avait visiblement touché une corde sensible. Mais au lieu de réagir par colère, il répondit d'une voix calme, presque froide. « Justement, mon père voulait que je sois comme lui. Mais ce n'est pas moi, je ne reviendrai pas. » L'homme esquissa un léger sourire comme s'il attendait cette réponse. « Tu dis ça maintenant. Mais tu sais très bien que tout ça, » il désigna la cabane du regard, « ce n'est qu'un caprice. Tu t'ennuieras. Tu regretteras. » Luc secoua la tête lentement. « J'ai passé toute ma vie à regretter ce que j'étais devenu là-bas. Ici, je me découvre. Je ne m'ennuie pas. Je respire enfin. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il fouilla dans la poche intérieure de son veston et en sortit une enveloppe blanche qu'il tendit à Luc. « Les actionnaires attendent une décision. Si tu refuses de revenir, tout ce qui te reste sera liquidé. Tu sais ce que ça implique. C'est ta dernière chance. » Luc prit l'enveloppe sans la regarder, la garda en main un instant, puis leva les yeux vers lui. « Je ne suis plus intéressé. Vends, liquide, fais ce que tu veux. Je ne veux plus rien avoir à voir avec Montvalon. » Le ton était sans équivoque. L'homme acquiesça légèrement, presque à contre-cœur. « Très bien, je transmettrai ta réponse. Mais ne t'étonne pas si certains viennent frapper à ta porte. Tu restes une figure publique, même ici. » Luc ne répondit pas. Il tourna simplement les talons et rentra dans la cabane. Claire se redressa, le cœur battant. Elle le vit refermer la porte lentement, comme s'il coupait symboliquement le lien avec ce passé. Lorsqu'il la vit, il ne sembla pas surpris. Il s'approcha de la table, déposa l'enveloppe dessus, puis s'assit sans un mot. Le silence entre eux était chargé d'une intensité nouvelle. « Tu t'appelles vraiment Arnaud ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, cette fois sans chercher à fuir. « Arnaud Dumas, c'est mon nom complet.
héritier de la maison Dumas, propriétaire du domaine de Montvallon. L'un des derniers grands noms encore entre les mains d'une seule famille. Ou du moins, c'était le cas. J'ai tout quitté il y a 3 ans, sans prévenir. J'ai vendu ce que je pouvais, transféré le reste, et je suis parti. Claire prit quelques secondes pour assimiler les mots. Elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait abandonné. Pourquoi me l'avoir caché? Il soupira longuement, comme si cette question résumait tout ce qu'il avait fui. Parce que dès qu'on connaît mon nom, les regards changent. On ne me voit plus, moi. On voit l'héritier, le riche, le responsable d'un empire. Je ne veux plus de ça. Je veux qu'on m'écoute pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai possédé. Claire hocha lentement la tête. Elle comprenait. Elle venait d'un monde où les noms ne pesaient pas lourd, où l'on se définissait par le travail, la réputation, la parole donnée. Chez elle, le nom Dumas n'évoquait rien. Mais maintenant, elle savait que son silence était une protection, pas une trahison. « Et cette cabane ?» demanda-t-elle. Luc, Arnaud sourit faiblement. Elle appartenait à un ouvrier du domaine. Il est mort il y a plusieurs années, sans famille. J'ai décidé de la racheter discrètement, avant de partir. Je l'ai rénovée peu à peu. C'est devenu mon refuge, et maintenant je voudrais qu'elle soit plus qu'un refuge. Il se leva, prit une feuille dans un carnet posé sur une étagère et la tendit à Claire. Dessin au crayon, un plan sommaire, mais détaillé. Une cabane élargie avec une seconde structure attenante. Un jardin, une petite salle commune, des chambres supplémentaires. Tout y était dessiné avec une précision simple, presque modeste. Je veux en faire un lieu d'accueil. Un endroit pour ceux qui veulent se reconnecter à l'essentiel. Pas un hôtel, une maison, où les gens viennent, travaillent un peu, mangent ensemble, partagent sans se juger. Un lieu vrai. Claire regardait le plan, sans parler. L'idée lui parut étrange au premier abord, mais en même temps terriblement humaine. Un homme qui avait eu tout ce que l'argent pouvait acheter et qui maintenant rêvait de construire quelque chose avec ses mains. Elle posa doucement la feuille sur la table. Et moi? Pourquoi m'avoir proposé de rester? Luc répondit sans détour, parce que tu es la première personne depuis longtemps à ne pas attendre quelque chose de moi. Tu es arrivé ici par hasard, mais tu as regardé cette cabane comme un lieu, pas comme un abri de fortune. Et tu as vu en moi un homme, pas une réputation. Le silence qui suivit ne fut pas pesant. Il était rempli de reconnaissance mutuelle. Claire, encore marquée par la surprise, se demandait ce que tout cela signifiait pour elle. Elle pensait à sa grand-mère, à sa maison, à sa vie au village. Mais elle pensait aussi à ce qu'elle venait d'entendre, à ce que cet homme lui proposait. Une idée simple, presque naïve, mais puissante dans son authenticité. « Je ne peux pas rester éternellement », dit-elle enfin. « Ma grand-mère est seule. Elle a besoin de moi. » Luc acquiesça. « Je sais. Je ne te demande pas de rester pour toujours, seulement un peu, pour m'aider à commencer. » Elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait pas de pression dans son regard, pas d'attente irréaliste, juste une sincérité rare. Et dans cette sincérité, Claire sentit une invitation qu'elle ne pouvait pas ignorer. Pas encore une réponse, mais peut-être le début d'un engagement. Non pas envers un homme, mais envers une idée. Celle qu'on pouvait, même après avoir tout quitté, bâtir quelque chose de neuf, ensemble. Le ciel était d'un gris pâle lorsque Claire quitta la cabane au matin, laissant derrière elle Luc, ou plutôt Arnaud, penché sur une ébauche de plan tracé à l'encre noire sur du papier craft. Elle s'aidait encore d'une branche solide comme bâton, la cheville encore fragile mais suffisamment remise pour affronter le sentier. La veille au soir, après une longue discussion autour du feu, elle avait pris sa décision. Elle rentrerait au village, ne serait-ce que pour quelques jours. Il fallait qu'elle voie sa grand-mère, qu'elle s'assure que tout allait bien. Depuis plus de 3 jours, elle n'avait pu lui donner de nouvelles. L'angoisse commençait à la tirailler. Luc n'avait pas cherché à la retenir. Il avait simplement dit qu'elle savait désormais où le trouver, et que la porte resterait ouverte si elle souhaitait revenir. Aucune promesse n'avait été échangée, aucun mot de plus que nécessaire. Mais dans le silence entre eux, Claire avait perçu une attente, un espace laissé pour quelque chose à venir, à construire peut-être. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait après, mais elle savait que cette cabane ne serait plus un simple souvenir. Le chemin de retour fut plus long qu'à l'aller, mais plus calme. La forêt semblait familière maintenant, presque bienveillante. À mesure qu'elle s'approchait de Saint-Aubin-des-Bois, les souvenirs de son quotidien refaisaient surface. Le jardin de sa grand-mère, les volets bleus,
le bruit de la bouilloire chaque matin, les rideaux de dentelle qu'elle lavait à la main. Ce monde modeste et rugueux où chaque geste avait un sens, une nécessité. Lorsqu'elle arriva enfin à la maison, elle fut accueillie par le silence. La porte d'entrée était entr'ouverte, ce qui la fit accélérer le pas, le cœur battant. Elle appela plusieurs fois. Pas de réponse. Dans la cuisine, la tasse habituelle était vide, abandonnée sur la table. Claire monta à l'étage en hâte. Dans la chambre, elle trouva sa grand-mère allongée sur le lit, les yeux ouverts, la respiration faible. Elle courut immédiatement chercher de l'eau, lui parla doucement, tenta de la faire boire. Odette reconnut sa voix, mais ne parvint qu'à murmurer quelques mots. Le médecin, appelé d'urgence depuis la ferme voisine, arriva 2 heures plus tard. Diagnostic clair, crise d'épuisement, peut-être une infection mal soignée. Rien de critique si l'on agissait rapidement. Claire, soulagée mais en colère contre elle-même, s'en voulut de l'avoir laissée seule. Mais elle savait aussi que, sans cette absence, elle n'aurait jamais découvert ce qu'elle avait trouvé dans la forêt. Le temps ne se rattrape pas, mais il se répare. Et elle s'engagea intérieurement à rester aux côtés de sa grand-mère le temps nécessaire. Les jours suivants furent rythmés par les soins, les tisanes, les veilles nocturnes. Odette retrouvait peu à peu ses forces, mais restait silencieuse, comme si elle sentait que quelque chose avait changé. Un soir, alors qu'elles étaient assises côte à côte dans la cuisine, la vieille femme parla sans préambule. « Tu as vu quelque chose là-bas, hein? Ce n'est pas seulement les herbes que tu allais chercher. » Claire resta muette un moment, surprise, puis elle acquiesça. Elle raconta une partie de l'histoire. Pas tout, pas encore, mais assez pour que sa grand-mère comprenne que ce qu'elle avait vécu là-bas n'était pas ordinaire. Odette écoutait, les yeux à moitié fermés, un léger sourire au coin des lèvres. « Tu es comme ta mère, » dit-elle enfin, curieuse, obstinée, incapable de rester dans une case. « Tu trouveras ta place, même si c'est dans les endroits les plus improbables. » Claire ne répondit pas. Ces mots résonnaient fort en elle. 2 jours plus tard, alors qu'elle terminait de tailler les rosiers devant la maison, elle aperçut une silhouette au bout du chemin. Un homme, grand, marchant d'un pas hésitant mais décidé. Elle reconnut immédiatement Luc, Arnaud. Il portait un manteau sombre et tenait un petit sac en cuir à la main. Lorsqu'il arriva devant elle, il resta un instant sans parler. Puis il demanda simplement « Puis-je entrer ?» Claire hocha la tête, encore surprise. Elle l'invita à l'intérieur. Sa grand-mère était réveillée, assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Lorsque Luc entra, leurs regards se croisèrent. Odette fronça légèrement les sourcils, comme si un souvenir tentait de remonter à la surface. « Vous avez un visage que je connais », murmura-t-elle. Luc s'avança doucement. « Arnaud Dumas », dit-il. « Mon père était Louis Dumas. » Le silence devint presque irréel dans la pièce. Odette resta immobile, puis hocha lentement la tête. « Oui, je me souviens. J'ai travaillé pour lui. À Montvallon, il y a longtemps. » Luc s'assit face à elle, le regard sincère, presque grave. « On m'a raconté que vous aviez été renvoyé brusquement pour un vol. Un collier disparu dans la maison de maître. » Odette baissa les yeux. Claire la regardait, abasourdie. Elle n'avait jamais entendu parler de cela. La vieille femme respira profondément avant de répondre. « Oui, une histoire montée de toutes pièces. Je n'ai jamais rien volé. Mais j'étais jeune, seul, et je n'avais aucun moyen de me défendre. » Luc sortit alors de son sac un dossier. Il l'ouvrit, révélant des copies de lettres, de rapports internes, de témoignages anciens. « J'ai fouillé les archives du domaine, » dit-il. Il y avait des incohérences, des documents manquants, et surtout des preuves que l'accusation n'avait aucun fondement. Vous avez été utilisé comme bouc émissaire. Odette resta silencieuse, les yeux brillants. Claire, elle, sentit un mélange de colère et de soulagement. La vérité, après tant d'années, refaisait surface. « Je suis venu vous le dire en personne, » poursuivit Luc. « Ce que ma famille vous a fait subir est impardonnable. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux réparer une partie de ce tort. » Il tendit une enveloppe à Claire. À l'intérieur, un document notarié, une reconnaissance d'erreur, un dédommagement officiel, une somme modeste, mais symbolique. Ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était le geste, la réparation, la reconnaissance. Odette referma les yeux un instant, puis elle murmura « Merci. Il n'y a pas beaucoup de gens qui reviennent pour corriger les fautes des autres. » Luc se leva, salua la vieille femme avec respect, puis se tourna vers Claire. « J'avais besoin de venir ici, pour elle, et aussi pour toi. »
Claire le regarda en silence. Ce qu'il venait de faire n'était pas un acte de convenance, c'était une décision profonde. Et dans ce geste, elle comprit que Luc, Arnaud, était en train de devenir quelqu'un de nouveau. Pas un homme qui fuyait, mais un homme qui choisissait ce qu'il voulait réparer et avec qui il voulait le faire. Les jours qui suivirent la visite d'Arnaud furent chargés d'une étrange densité émotionnelle pour Claire. Elle avait toujours vu sa grand-mère comme une figure stable, forte, presque indestructible dans sa discrétion. Mais ce qu'elle avait appris au sujet de Montvallon, du renvoi injuste, de l'humiliation subie en silence, venait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir de leur histoire familiale. Et le plus troublant était que cette vérité-là lui avait été révélée non par un membre du village ni par sa propre famille, mais par l'homme qu'elle avait rencontré par hasard au cœur de la forêt, l'homme qui, jusqu'il y a peu, n'était pour elle qu'un inconnu à la barbe mal taillée et au silence pesant. Claire passait désormais le plus clair de son temps à prendre soin d'Odette. La santé de la vieille femme s'améliorait de jour en jour, et avec elle revenait une forme d'élan vital qu'on aurait pu croire éteint. Chaque matin, elle demandait à relire les documents apportés par Arnaud, comme pour vérifier que tout cela était bien réel. Elle caressait le papier du bout des doigts, relisait les dates, les signatures, les courriers de l'époque, les notes en marge. Parfois, elle laissait échapper un soupir à peine audible. Pas de colère, pas de rancune, plutôt un soulagement, comme si, enfin, quelque chose avait été rendu à sa place. Claire, de son côté, sentait grandir en elle une forme de gratitude, mêlée à une interrogation silencieuse. Que représentait vraiment Arnaud dans sa vie maintenant? Était-il seulement un messager du passé, un homme en quête de rédemption, ou quelque chose de plus difficile à nommer, plus subtil, plus ancré dans le présent? Elle revoyait ses gestes précis, son regard direct, la manière dont il avait écouté sa grand-mère sans chercher à se justifier. Arnaud n'avait pas offert de discours creux ni de promesses irréalistes. Il avait agi. Et dans ce monde où l'on parle tant sans rien faire, ce geste avait pour Claire une valeur presque inestimable. Un matin, alors que le soleil illuminait les collines autour du village, Claire reçut une lettre manuscrite glissée dans sa boîte aux lettres. Elle la reconnut aussitôt. L'écriture fine et régulière était celle d'Arnaud. La lettre était brève mais dense. Il y parlait de la cabane, des travaux commencés, du toit qu'il avait enfin réparé. Il ajoutait qu'il avait commencé à tracer le potager à l'arrière et qu'il pensait à installer des panneaux solaires, non pour isoler davantage, mais pour créer une autonomie simple et durable. À la fin de la lettre, une phrase « Je ne sais pas ce que tu décideras, mais si tu viens, ce ne sera pas en tant qu'invité. Ce sera ta maison aussi si tu le veux. » Claire garda la lettre toute la journée dans la poche de sa veste. Elle la relut plusieurs fois sans jamais vraiment trouver de réponse immédiate. Ce n'était pas une demande, ni une déclaration. C'était une offre, une possibilité, une main tendue sans pression. Dans l'après-midi, alors qu'elle arrosait les plantes du jardin, Odette l'appela depuis la véranda. « Claire, j'aimerais te montrer quelque chose. » Elle la rejoignit, s'essuya les mains et s'assit à côté de la vieille femme qui tenait une boîte en métal cabossée. Claire la connaissait depuis toujours, cette boîte. C'était là que sa grand-mère gardait les papiers importants, les souvenirs, les lettres de famille, les photos rares. Odette l'ouvrit lentement et en sortit une photographie ancienne, légèrement jaunie. Elle la tendit à Claire. « Regarde bien. » Sur la photo prise visiblement dans les années 50, on voyait un groupe de femmes dans une cour de ferme. Au premier plan, une jeune fille souriante, en tablier, portant un panier de linge. À l'arrière-plan, deux hommes en costume observèrent la scène. Claire reconnut immédiatement la silhouette de l'un d'eux. C'était le père d'Arnaud, Louis Dumas, plus jeune, mais déjà imposant. À côté de lui, un autre homme que Claire ne connaissait pas. Et la jeune fille au panier, c'était Odette. « C'est la seule photo que j'ai gardée de mon passage à Montvallon, dit-elle. C'était avant que tout dérape, avant les accusations, avant qu'on me jette dehors sans explication. » Claire observa la photo longtemps. Cette image du passé liait désormais sa propre histoire à celle d'Arnaud bien plus profondément qu'elle ne l'avait cru. Il ne s'agissait plus simplement d'une rencontre dans une forêt pendant une tempête. Il y avait des filles invisibles, tissées bien avant leur naissance, qui semblaient avoir attendu tout ce temps pour se reconnecter. « Tu sais, » ajouta Odette, « je ne t'ai jamais parlé de cette époque, parce que je croyais qu'elle ne valait pas la peine d'être racontée. Mais aujourd'hui, je crois que c'est différent.
Ce que tu as vécu avec ce garçon-là, ce n'est pas rien. Et peut-être que ce n'est pas un hasard non plus. Parfois, ce qu'on croit perdu revient d'une manière inattendue. Claire ne répondit pas. Elle rangea la photo dans la boîte, la referma avec soin et laissa les mots de sa grand-mère s'installer en elle. Elle ne croyait pas aux signes du destin, mais elle savait reconnaître les cycles. Et celui-ci, manifestement, n'était pas encore achevé. Le lendemain, elle prépara un petit sac, rien de trop. Juste quelques vêtements, son carnet, un livre. Elle prit aussi les herbes que sa grand-mère aimait infuser. Avant de partir, elle s'assit à côté d'Odette, lui prit la main et lui dit simplement « Je vais voir comment va le chantier ». Odette sourit sans poser de questions. Claire prit la route à pied, refusant l'offre d'un voisin de l'emmener en voiture. Elle voulait sentir chaque pas, retrouver le chemin, reprendre possession du sentier qui, désormais, ne menait plus seulement à une cabane perdue dans les bois, mais à un lieu où quelque chose se construisait. Peut-être une maison. Peut-être une autre version d'elle-même. Peut-être une suite à l'histoire que personne n'avait jamais terminée. Le vent d'automne soufflait légèrement à travers les branches encore épaisses de la forêt lorsque Claire franchit à nouveau la clairière. La cabane, plus familière que jamais, apparaissait comme un repère. Rien n'avait changé dans son apparence, mais une transformation invisible avait eu lieu. Ce n'était plus un abri temporaire, mais un endroit vers lequel elle revenait consciemment, avec la volonté d'y construire quelque chose. Luc, Arnaud, travaillaient à l'arrière, les manches retroussées, les mains noircies de terre. Lorsqu'il l'aperçut, il ne dit rien. Il se contenta de sourire, puis essuya ses paumes sur un chiffon avant de venir à sa rencontre. Ils ne parlèrent pas beaucoup ce jour-là. La présence de Claire suffisait. Elle s'installa près du jardin, examina les nouvelles pousses, observa les marques au sol qui délimitaient les futurs espaces du projet. Tout portait la trace d'une construction lente mais solide. Rien d'ambitieux, rien de démesuré. Juste une cabane en train de devenir maison. Un lieu pensé pour vivre autrement. Ce n'est que le soir, alors qu'ils partageaient un repas simple, qu'Arnaud rompit le silence avec une gravité nouvelle. « Je retourne à Bordeaux. » Claire le regarda sans comprendre immédiatement. Il reprit calmement « Je dois affronter ce qui s'est passé là-bas. Pas seulement pour ta grand-mère, pour moi aussi. J'ai fui, j'ai tout quitté. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que ce que nous bâtissons ici repose sur des non-dits. J'ai retrouvé des lettres, des documents. Il me manque encore des réponses. Je veux savoir exactement qui a accusé ta grand-mère. Et pourquoi ?» Claire resta un instant silencieuse. Elle savait que cette décision était importante. Arnaud ne fuyait plus. Il revenait en arrière non pas pour reprendre ce qu'il avait abandonné, mais pour comprendre, pour assumer, pour réparer à la racine. « Je viens avec toi, » dit-elle. Il la regarda avec surprise, mais ne protesta pas. Ils partirent 2 jours plus tard, à l'aube. Le trajet jusqu'à Bordeaux se fit sans hâte. Claire, qui n'avait jamais mis les pieds dans une grande ville, observait les immeubles, les larges avenues, les enseignes lumineuses, avec un mélange de curiosité et de prudence. Arnaud, lui, semblait différent, plus tendu, plus mesuré, comme si chaque coin de rue réveillait un souvenir. Ils arrivèrent devant un bâtiment ancien, siège administratif du domaine Montvallon, une imposante structure de pierre claire, flanquée de lourdes portes vitrées. À l'intérieur, le contraste était saisissant. Parquet brillant, murs ornés de tableaux, personnel en costume, silence contenu. Arnaud fut reconnu immédiatement. Un jeune homme, probablement un assistant, s'approcha avec empressement. « Monsieur Dumas, nous ne savions pas que vous alliez venir en personne. »« Justement, » répondit-il, « j'ai besoin d'avoir accès aux archives du domaine, celles de l'année 1962 jusqu'à 64. Embauche, sécurité, incidents internes. Tout. » Le jeune homme hésita puis acquiesça. Il les guida vers une salle aux murs couverts d'étagères, chaque rayon contenant des dossiers numérotés, classés par années et catégories. Claire resta en retrait, tandis qu'Arnaud commençait à fouiller. Le bruit sec des dossiers que l'on extrait, les feuilles qui se tournent rapidement, le crayon qui note des références, rythmaient le silence. Après plusieurs heures de recherche, il trouva ce qu'il cherchait. Une série de rapports internes, datés précisément de la semaine où Odette avait été renvoyée. Il y était question d'une disparition d'un bijou, d'un collier en or blanc appartenant à l'épouse de Louis Dumas. Un nom revint à plusieurs reprises dans les annotations marginales. Bertrand Dufort, alors responsable de la logistique, est connu pour son zèle.
Dans une lettre manuscrite adressée à Louis Dumas, Bertrand Dufort affirmait que la jeune Odette L. devait être renvoyée immédiatement pour préserver l'image du domaine. Arnaud lut la phrase à voix haute, son regard s'assombrissant. Ce Dufort. Il a pris une décision unilatérale, et mon père l'a laissé passer, sans enquête, sans preuve. Rien ne confirme le vol. C'est une simple déclaration, suivie d'un renvoi immédiat. Claire s'approcha. Elle regarda les signatures, les dates, les tampons. Tout indiquait une procédure précipitée, sans fondement. Une injustice entérinée par confort ou par mépris. Arnaud ferma lentement le dossier. « Je vais faire publier une note officielle. Je veux que le nom de ta grand-mère soit blanchi dans les registres comme dans la mémoire de ce domaine. » Ils sortirent du bâtiment en fin de journée. Claire le suivait en silence. Elle voyait qu'il était ébranlé. Non pas par une surprise, mais par la confirmation de ce qu'il avait pressenti depuis le début. Son père, l'homme qu'il avait suivi, obéi, peut-être même admiré un temps, avait fermé les yeux sur une injustice manifeste, par faiblesse ou par stratégie. Ils passèrent la nuit dans une petite auberge en périphérie de la ville. Claire, installée sur le balcon, observait les lumières lointaines. Arnaud la rejoignit, une tasse à la main. « Merci d'être venu. Je ne sais pas si j'aurais eu la force d'y aller seule. » Claire ne répondit pas tout de suite. Puis, calmement, « Ce que tu as fait, c'est juste. Ce n'est pas à moi que tu dois rendre des comptes. C'est à toi-même. » Il hocha lentement la tête. Le silence qui suivit n'était pas pesant. C'était celui de deux personnes qui avaient vu un pan du passé se refermer. Non pas dans le fracas, mais dans la clarté. Le lendemain, Arnaud rencontra un notaire et un avocat. Il signa une déclaration officielle destinée à être publiée dans le registre du domaine, avec mention claire de l'erreur commise à l'époque et de la réhabilitation d'Odette. Il envoya aussi une copie au maire de Saint-Aubin-des-Bois, demandant que l'information soit partagée publiquement. Avant de quitter Bordeaux, ils firent un dernier détour. Devant eux, les grilles du domaine Montvallon. Derrière, les vignes s'étendaient à perte de vue. Arnaud regarda longuement le paysage. « Je n'y mettrai plus jamais les pieds, » dit-il, « mais je voulais le voir une dernière fois. » Claire, à ses côtés, comprenait maintenant que le passé d'Arnaud n'était pas une simple fuite. C'était un combat long, douloureux, contre ce qu'on attendait de lui, contre les compromissions, contre l'injustice muette. Ce voyage avait été plus qu'un acte de réparation. C'était un acte de libération, et peut-être le premier vrai pas vers la vie qu'il voulait mener. Une vie différente, authentique, à ses conditions. Le retour à Saint-Aubin-des-Bois se fit dans un silence apaisé. Claire et Arnaud n'avaient pas besoin de mots pour comprendre ce que signifiait ce trajet. Bordeaux, avec ses rues raffinées et ses bureaux brillants, avait vu tomber les derniers masques. Arnaud n'était plus seulement un homme qui avait fui son monde, il était devenu celui qui avait osé revenir pour en affronter les ombres et en faire une déclaration publique. Claire avait été témoin de cela, non comme spectatrice, mais comme actrice d'une histoire qui la concernait plus qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Quelques jours plus tard, alors qu'ils travaillaient ensemble dans la cabane, une nouvelle leur parvint par l'intermédiaire du facteur du village. Une journaliste du Courrier du Sud-Ouest avait appris que l'héritier du domaine Montvallon était sorti de sa retraite pour publier une déclaration concernant une faute ancienne de sa famille. L'article annonçait qu'Arnaud Dumas avait officiellement innocenté une ancienne employée injustement accusée et qu'il renonçait à toute participation dans les affaires du domaine, désormais confiées aux actionnaires restants. La journaliste avait été informée par un notaire qui, impressionné par la démarche, avait partagé la nouvelle avec les médias. L'article précisait également qu'Arnaud avait été vu récemment dans un petit village du Massif central, où il rénove une vieille bâtisse pour y installer un projet rural indépendant, en collaboration avec une jeune femme du village, issue d'une famille modeste mais réputée pour son intégrité. Claire lut l'article sans un mot. Arnaud, lui, ne montra aucune surprise. Il savait que tôt ou tard, son choix de rendre public le passé attirerait les regards. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était l'ampleur que cela prendrait. 2 jours après la publication du premier article, d'autres médias reprenèrent l'histoire. Des chaînes de télévision, des sites d'information spécialisés en économie et même un hebdomadaire culturel national. Tous relatèrent le parcours singulier du héritier qui renonce à tout pour une vie simple. Le récit, transformé en épopée moderne, passionnait. Le contraste était trop fort, trop séduisant pour le public.
un homme né dans la richesse, éduqué pour le pouvoir, choisissant de vivre dans une cabane avec une paysanne. Claire sentit l'onde de choc arriver jusqu'à elle. Les premiers curieux apparurent rapidement dans le village. Un couple de touristes vint un matin demander à la boulangerie où se trouvait la fameuse cabane. Le maire lui-même convoqua Claire à la mairie pour lui dire, avec embarras mais aussi fierté, qu'un producteur de documentaire avait appelé pour proposer de raconter l'histoire du renouveau de Saint-Aubin. Arnaud, de son côté, restait calme. Il avait tout prévu sauf l'attention médiatique soudaine. Il refusa les interviews, ignora les demandes de reportage et s'enferma plus que jamais dans le travail de la terre, de la pierre, du bois. Claire l'observait silencieuse, admirative mais aussi inquiète. Elle voyait l'ampleur que prenait leur histoire, et elle ne voulait pas que cela défigure ce qu'ils construisaient. Un soir, alors qu'ils dînèrent dehors, à la lueur d'une lanterne accrochée à un clou, Claire brisa le silence. Et si tout ça nous échappait? Et si un jour, on ne contrôlait plus rien? Arnaud posa lentement sa fourchette, regarda autour de lui, puis vers elle. Alors, on reviendra ici à ce même endroit, à ce même repas, et on se rappellera pourquoi on a commencé tout ça. Elle le fixa un instant. Il ne cherchait pas à rassurer par des mots inutiles. Il disait juste ce qu'il ferait, avec une conviction tranquille. Ce fut ce soir-là qu'il lui proposa sans détour une nouvelle idée. Et si on officialisait ce projet? Si on créait une structure légale, mais à notre image? Une petite coopérative, sans actionnaire, sans hiérarchie. Juste un lieu géré par ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui y croient? Claire resta un moment silencieuse. L'idée était belle, elle faisait sens. Elle représentait une réponse à tout ce qu'il rejetait. La logique du profit, la compétition, le paraître. Et plus que tout, c'était une manière d'inscrire leur histoire dans le réel, dans le durable. Le lendemain, ils commencèrent les démarches. Arnaud contacta un avocat de confiance, issu d'un réseau alternatif, qu'il avait découvert quelques années plus tôt. Ensemble, ils rédigèrent les statuts d'une maison d'accueil rurale à gestion collective. Le lieu serait ouvert à des voyageurs, des artistes, des saisonniers, mais aussi à des personnes en transition, en reconversion ou en quête de sens. Pas un refuge, pas une communauté fermée, un espace de passage, de travail et de partage. La nouvelle circula vite, amplifiée par le précédent intérêt médiatique. Mais cette fois, elle fut portée par d'autres voix, des personnes issues de milieux modestes, des agriculteurs, des enseignants, des soignants, qui voyaient dans ce projet quelque chose de concret, de crédible, de souhaitable. Certains écrivaient pour proposer de l'aide, d'autres pour demander à venir quelques jours, poser la main sur un outil, participer à une récolte ou simplement observer. Le projet attirait ceux qui n'étaient pas séduits par les projecteurs, mais par l'idée d'un autre mode de vie. Arnaud, pourtant, tenait à une chose, protéger Claire. Il refusa toutes les propositions qui impliquaient de faire d'elle un symbole. Il déclara publiquement que le projet n'était pas porté par une histoire d'amour romancée, mais par deux volontés lucides et égales qui avaient décidé de faire ensemble quelque chose d'utile. Ce fut lors d'une conférence de presse improvisée, qu'il avait d'abord refusée puis acceptée sous condition, qu'Arnaud prononça la phrase qui fit le tour des réseaux sociaux et des rédactions. « Je ne tourne pas le dos à ma famille ou à la richesse, je tourne le dos au mensonge. Aujourd'hui, je veux construire quelque chose qui n'a pas besoin de briller pour être précieux. Et si je le fais, c'est parce qu'une fille de la terre m'a montré que la vérité ne se cache pas dans les discours, mais dans la constance des gestes simples. Ce fut à la fois un coup de tonnerre et une clarté. Claire, en écoutant l'enregistrement de cette déclaration le soir même, ne sut pas quoi ressentir. Elle ne se reconnaissait pas dans les mots que les journaux utilisaient pour la désigner. La paysanne au cœur pur, la muse silencieuse. Elle n'était ni une légende, ni une figure. Elle était Claire, une femme avec une grand-mère à soigner, une terre à travailler, un homme à épauler, un projet à défendre. Elle décida alors, sans le dire à Arnaud, qu'elle prendrait la parole lors de l'inauguration officielle du projet. Elle écrirait ses propres mots, pas pour briller, mais pour affirmer à sa manière que cette histoire n'appartenait ni aux journaux, ni aux passants. Elle appartenait à ceux qui l'avaient bâtie, pas à ceux qui l'avaient racontée. La première pierre, ils la posèrent un matin de novembre, sous une pluie fine qui imbibait la terre mais ne ralentissait pas les gestes. Claire et Arnaud étaient seuls ce jour-là, malgré les nombreuses propositions de bénévolat reçues depuis l'annonce du projet.
Ils avaient décidé que le début devait leur appartenir à eux seuls. Ni caméra, ni discours, ni spectateurs. Juste leurs deux corps fatigués mais engagés, deux paires de mains saisissant les outils avec une rigueur nouvelle. Il ne s'agissait pas d'un chantier comme les autres. C'était le prolongement d'une idée partagée, devenue intention, puis volonté. Leur décision ne passait plus par les mots. Tout était désormais incarné dans l'acte. La structure qu'ils érigeaient ne ressemblait pas à une auberge traditionnelle. Inspirée de la simplicité des fermes anciennes de la région, elle mêlait matériaux naturels et techniques modernes, sans tomber dans le folklore. Les fondations avaient été coulées à la main, à l'aide d'un béton de terre stabilisé. Les murs étaient montés en bois local, taillé par Arnaud lui-même, qui avait retrouvé dans ce travail manuel une forme de paix qu'aucun conseil d'administration ne lui avait jamais offerte. Claire, de son côté, coordonnait les espaces intérieurs. Elle avait redessiné l'ancienne pièce de vie de la cabane, qui serait désormais une salle commune, ouverte sur la cuisine et sur l'extérieur. Elle avait pensé chaque coin comme un espace fonctionnel mais accueillant. Pas de décoration superflue, mais des étagères faites à partir d'anciennes caisses de vin, des bancs en bois brut, des lampes réparées avec soin. Chaque objet avait une histoire, chaque outil une mémoire. Peu à peu, les gens commencèrent à venir. Un menuisier retraité du village voisin, qui avait entendu parler du projet par son petit-fils, offrit de venir 2 fois par semaine. Une professeure de lettres en année sabbatique proposa d'animer des ateliers d'écriture. Une ancienne infirmière installa un petit coin de soins pour ceux qui passeraient quelques jours à travailler. Personne n'était payé. Chacun apportait ce qu'il pouvait, avec ses mains, son temps ou sa présence. La coopérative prenait forme. Légalement, elle existait déjà. Mais sur le terrain, elle devenait vivante. Arnaud, loin des codes sociaux de son ancienne vie, retrouvait le contact direct avec les gens. On ne le regardait plus comme l'héritier d'Uma, mais comme un homme aux mains calleuses, au regard franc, capable de planter des piquets comme de réparer une conduite d'eau. Les habitués du village, d'abord méfiants, commencèrent à s'arrêter sur le sentier qui menait à la clairière. On venait voir comment ça avançait. On restait parfois 1 heure, puis 2, et parfois on revenait le lendemain. Claire, elle, avait appris à tracer des circuits électriques, à poser des isolants, à mélanger la chaux et le sable pour les enduits. Mais elle avait aussi compris que ce projet allait au-delà des murs. C'était une proposition de vivre autrement, au milieu des autres, sans jugement ni hiérarchie, et elle refusait de devenir le visage médiatique de cette aventure. Lorsque des journalistes continuaient d'appeler, elle leur répondait par une phrase simple. « Venez avec des bottes et un marteau, sinon restez chez vous. » Le projet ne visait pas à croître, mais à durer. On refusait les subventions qui impliquaient des contreparties ou des compromis. L'électricité venait de panneaux installés sur le toit. L'eau était filtrée à partir d'un ancien puits restauré. Les repas étaient préparés en commun, avec ce que la terre offrait ou ce que les visiteurs apportaient. Un après-midi, alors que Claire entretenait le potager d'hiver, elle aperçut Odette, sa grand-mère, arriver sur le sentier, appuyée sur une canne. Elle marchait lentement, accompagnée d'un voisin. Claire accourut, émue. Elle n'avait pas osé imaginer ce moment. Odette s'arrêta devant la façade encore inachevée, observa la charpente, les fenêtres, les outils éparpillés, puis se tourna vers sa petite fille. « Alors, c'est ici que tu plantes les graines de demain ?» Claire sourit. Arnaud arriva à son tour, salua respectueusement la vieille femme, qui le fixa un moment avec cette intensité propre aux gens qui ont traversé trop de choses pour se laisser impressionner. « J'ai vu ce que tu as fait pour laver mon nom, » dit-elle. « Tu n'étais pas obligé. »« Si, » répondit Arnaud. « Pour moi, c'était nécessaire. » Elle hocha simplement la tête, puis elle s'assit sur un banc, face à la prairie. « J'ai connu ce monde que vous refusez, celui qui broie les humbles et qui flatte les puissants. Ce que vous construisez là, c'est fragile, mais c'est juste. Continuez, même si personne ne comprend, même si on vous traite de naïf. » Elle resta là 1 heure, puis repartit. Mais sa présence avait changé quelque chose. C'était comme si l'histoire trouvait un point d'équilibre, comme si les erreurs passées, les blessures muettes, les silences imposés avaient été transmutés en une action concrète, visible, utile. L'inauguration officielle eut lieu un samedi. Pas de ruban à couper, pas de discours pompeux, juste une porte ouverte, une grande table dressée avec des plats préparés ensemble, des enfants courant dans la clairière, un feu allumé dans la cheminée. Arnaud servait du jus de pomme chaud.
Claire coupait du pain frais. Les gens entraient, sortaient, posèrent des questions, proposaient des idées, riaient. À un moment, un jeune homme s'approcha de Claire. « C'est vous, Claire? Celle de l'article? Celle qui a refusé l'interview ?» Elle répondit sans se détourner de son couteau. « Oui, mais ce n'est pas moi l'histoire, c'est ce lieu. C'est ce que chacun y apporte. » Il acquiesça, puis demanda comment il pouvait aider. Elle lui tendit un tablier et lui montra où empiler les assiettes. À la fin de la journée, lorsque les derniers invités furent partis, Claire et Arnaud restèrent seuls sous la lumière tombante. Ils n'échangèrent pas de phrases solennelles, juste quelques gestes simples pour ranger, balayer, refermer les fenêtres, puis debout devant la cabane transformée, ils regardèrent autour d'eux. Ce n'était plus un projet, c'était une réalité, et ils l'avaient construite de leurs propres mains. Le printemps suivant arriva plus tôt que prévu, ou peut-être était-ce simplement que le temps semblait s'écouler autrement dans la clairière. La cabane, désormais agrandie et fonctionnelle, ne ressemblait plus du tout au refuge isolé dans lequel Claire avait trouvé abri un soir de tempête. Les murs étaient les mêmes, certes, mais tout avait changé. Les outils accrochés au mur, les rideaux cousus à la main, les traces de pas dans la terre meuble, les bruits de vaisselle le matin, les éclats de rire parfois, les silences partagés, tout cela tissait une forme de vie qui échappait aux définitions habituelles. Ce n'était ni une entreprise, ni une exploitation agricole, ni une utopie communautaire. C'était un lieu qui existait parce que des gens le faisaient exister, chaque jour, avec ce qu'ils étaient. Claire se réveillait tôt. Elle ouvrait les volets avant même que la lumière ne soit franche, s'asseyait quelques minutes sur la marche de la cuisine et observait les premières lueurs sur la lisière des arbres. Arnaud, souvent, la rejoignait sans parler, une tasse chaude entre les mains. Il n'avait non plus besoin de remplir le silence. Il n'était plus un vide à combler, mais un espace dans lequel les choses se déposaient naturellement. Odette venait tous les dimanches. Elle arrivait dans une voiture conduite par un voisin, passait l'après-midi à tricoter sous la véranda ou à raconter de vieilles histoires aux enfants des visiteurs. Les gens l'écoutaient avec un respect presque instinctif. Elle ne donnait pas de leçons. Elle transmettait sans en avoir l'air. Et lorsqu'elle repartait, elle laissait toujours un conseil, parfois une recette, parfois une remarque en apparence anodine, mais toujours juste. La coopérative fonctionnait. Pas parfaitement, mais honnêtement. Certains partaient après quelques jours, d'autres restaient des semaines. Des familles venaient pendant les vacances, des travailleurs en reconversion restaient pour apprendre à travailler la terre ou réparer des outils. Chacun trouvait sa place selon ce qu'il avait à donner ou à apprendre. Il n'y avait pas de planning figé, pas de chef, mais une organisation fluide qui reposait sur la confiance. Une confiance rare, exigeante, mais précieuse. Un jour, un homme d'un certain âge arriva sans prévenir. Il s'appelait Antoine, ancien cadre dans l'industrie, récemment retraité, désorienté par le vide soudain de ses journées. Il avait lu un article sur le lieu, était monté dans sa voiture et avait conduit jusqu'à la clairière. Il demanda simplement à aider, n'importe comment. Claire lui donna une bêche, lui montra un carré de terre en friche. 3 jours plus tard, il avait organisé le premier coin compostage du lieu. Il resta 2 mois. Ce genre d'histoire se répétait. Pas de miracle, pas de sauvetage spectaculaire. Juste des ajustements, des rencontres, des présences, des vies qui se frôlaient, se reconnectaient à des gestes oubliés. Arnaud tenait à cette dimension. Rien ne devait être spectaculaire. Ce qui comptait, c'était l'ordinaire. Le soin mis dans un repas, l'effort silencieux d'un corps fatigué, la générosité d'un geste discret. C'est cela qui donnait au lieu sa valeur. Les anciens du village, autrefois sceptiques, venaient plus souvent. Ils apportaient des outils anciens, donnèrent des conseils. Ils se rendaient compte que ce lieu ne cherchait pas à remplacer leur monde, mais à en préserver certaines valeurs. Le maire lui-même proposa d'intégrer le projet dans les circuits éducatifs de la région. Claire accepta, à condition que les enfants puissent venir mettre les mains dans la terre. Pas de visite touristique, de l'apprentissage. Arnaud, de son côté, n'avait jamais reparlé de Bordeaux. Il recevait encore des lettres, des propositions de collaboration, des invitations à des conférences sur les nouvelles formes de transition économique. Il n'y répondait pas. Pas par mépris, mais parce qu'il avait compris que certaines vérités ne peuvent se dire qu'en les vivant. Un jour, il dit à Claire, alors qu'ils chargèrent du bois, « Ce que je construis ici, ce n'est pas une revanche. Ce n'est pas une fuite non plus. C'est ma manière de rester fidèle
à ce que j'aurais voulu être depuis le début. Claire n'avait pas répondu. Elle avait simplement posé sa main sur son bras. C'était assez. Au fil des mois, la clairière s'était transformée en point de repère. Les sentiers alentours étaient mieux entretenus. Une petite carte avait été dessinée indiquant les chemins d'accès, les zones de repos, les cultures. Mais rien de tout cela n'était affiché en grand. Ceux qui venaient devaient chercher. Ce n'était pas un lieu qu'on visitait, c'était un lieu qu'on découvrait. Un matin de juin, un orage s'annonça. Le ciel devint lourd, l'air chargé. Claire, en fermant les fenêtres, se rappela de la nuit où elle avait trouvé la cabane pour la première fois. Elle se revit, trempée, perdue, poussant cette porte sans savoir ce qui l'attendait derrière. Elle se retourna, vit Arnaud au fond de la pièce, en train d'installer une étagère pour les nouveaux arrivants. Elle pensa alors à tout ce qui avait été accompli, non par un miracle, mais par une succession de gestes simples, tenaces, solidaires. Ce soir-là, ils dînèrent à deux, dans le calme. La pluie battait doucement sur le toit. Arnaud leva les yeux de son assiette et dit, presque comme un murmure, « Tu te rends compte ? Tout ce qu'on a fait. Ça vient d'un abri qu'on n'attendait pas. » Claire sourit. Elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas la cabane qui avait changé leur vie. C'était le fait qu'elle ait été ouverte ce soir-là. Et qu'ils aient, tous les deux, accepté de ne pas fermer la porte derrière eux. La forêt n'était plus ce lieu menaçant du début. Elle était devenue l'écrin d'un commencement. Pas une fin heureuse, pas un conte de fées, mais une réalité vivante, imparfaite, forte. Et dans cette réalité, l'invisible, ses gestes sans témoin, ses choix discrets, ses regards échangés sans mots, avait pris toute sa place. C'était lui, désormais, qui tenait debout tout ce qu'ils avaient bâti, ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne disait pas, ce qu'on ne montrait pas. C'était cela qui, au fond, comptait le plus, parce que c'était cela, l'essentiel.